enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropoix et vous êtes la résistance. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Michel Toulouse, ancien directeur d'hôpitaux publics. Et nous allons parler de démocratie directe et délibérative. Qu'est-ce que c'est? On va parler aussi de la Grèce, on va parler de Rome, on va parler des jacqueries du Moyen-Âge, on va parler des sans-culottes, donc de la vraie révolution et pas la révolution bourgeoise de 1789. On va parler de la Commune de Paris et on va parler aussi du CNR. Merci d'être avec nous, Jean-Michel Toulouse. C'est à toi. Bien, vaste programme, que la démocratie directe et délibérative. Et non représentative. Et non représentative. Alors, qu'est-ce que c'est et quelle est la différence avec la démocratie représentative, la démocrassouille de corrompus que nous vivons actuellement? La démocratie représentative, ça veut dire que le peuple élit des représentants qui le dessaisissent de tous ses pouvoirs. C'est-à-dire qu'entre deux élections, ça n'est plus le peuple qui est au pouvoir, ce sont ses élus, lesquels, n'étant pas contrôlés, font ce qu'ils veulent. La démocratie délibérative, directe et délibérative, ça veut dire que le pouvoir est dans les assemblées populaires, lesquelles déterminent des mandats très précis et investissent les élus de ces mandats. Tout élu qui va à l'encontre de ces mandats est révocable. Voilà la différence essentielle. Après, on va rentrer un petit peu dans les détails, puisque quand on parle de démocratie délibérative, on nous dit tout de suite, c'est un rêveur, il n'est pas dans la réalité, ça ne sera jamais possible, le peuple est incapable, etc.
Ok, Or, résignation, soumission, voilà. ok. Laissez-vous gouverner, tout ira bien sans vous, etc. La preuve, c'est ce qu'on vit. Voilà, résultat des courses, eh bien nous en avons tous les jours le résultat sous les yeux. Alors, moi ce que je voudrais dire, c'est pas nouveau, je suis pas le premier, je ne serai pas le dernier, c'est que tout au long de ces 2500 ans d'histoire, il y a eu dans un certain nombre de continents, je vais me limiter au continent européen, mais on pourrait parler en Orient, on pourrait parler en Amérique du Sud, on pourrait parler avec les Amérindiens, on pourrait parler en Afrique, etc. Mais pour rester en Europe occidentale, et depuis 2500 ans, c'est-à-dire 500 ans avant notre ère, il y a eu un certain nombre d'expériences historiques que moi j'appelle des fulgurances historiques qui ont montré que la démocratie directe, délibérative, était tout à fait possible. Il nous suffit de nous inspirer de tous ces exemples et de les actualiser, bien entendu. On commence par la Grèce. On commence par la Grèce vite fait. À la Grèce, alors bien sûr, en faisant beaucoup d'anachronismes, on nous dit « Ah oui, mais c'était pas valable pour les femmes, c'est vrai, c'était pas valable pour les esclaves, c'est vrai, c'était pas valable pour les métèques, c'est vrai. » Les métèques n'étant pas dans le sens d'aujourd'hui, mais c'était tout simplement des Athéniens qui vivaient à Athènes, mais qui n'avaient pas la citoyenneté athénienne. Qu'est-ce qui se passait dans cette ville-État? Eh bien, il se passait que tous les citoyens, il y en avait quand même près de 50-60 000, se réunissaient au sein de l'Assemblée populaire à Athènes, dans un lieu qu'on ne vous montre pas quand vous allez visiter Athènes d'ailleurs, qui s'appelait la Pnyx. Et là, vous aviez l'Ecclésia, qui en grec veut dire assemblée, et qui réunissait peut-être pas tous les citoyens, mais jusqu'à 12 à 15 000 citoyens. Et c'est dans cette Ecclésia que tout se décidait. La paix, la guerre, l'impôt, le droit civil, la fiscalité, tous les problèmes économiques, les prix, le contrôle des prix, etc. etc. C'est-à-dire tout ce qui intéresse les besoins quotidiens du peuple. Et c'est cette Ecclésia donc qui avait le pouvoir. Et elle déléguait effectivement à des responsables qui étaient effectivement contrôlés par l'Ecclésia un certain nombre de compétences. Voilà. Et donc, pourquoi ce qui est possible en Grèce ne le serait plus aujourd'hui? Ça, c'est pour la Grèce. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je m'en tiens à l'essentiel. Donc, c'est une assemblée populaire qui avait le pouvoir. À Rome, Rome n'était pas du tout, loin de là, une démocratie, bien évidemment. C'était même une aristocratie foncière. Mais, même chose, les citoyens se réunissaient dans des assemblées et ils élisaient les consuls et les tribuns du peuple. Et les tribuns du peuple, qui étaient éligibles pour un an seulement, avaient la possibilité de censurer ce que les consuls pouvaient décider. Et il existait des comices agricoles, lointain souvenir des comices romains, et ces comices populaires, où siégeait la plèbe, naturellement, pouvaient élire donc ces tribuns du peuple et leur donner effectivement aussi une sorte de mandat pendant lequel qui précisait les pouvoirs donc, de ces tribuns. C'est un exemple intéressant, le tribunat du peuple. Voilà, ça c'est Rome. Après ça a dégénéré et la République s'est transformée en empire, c'est une autre histoire. Mais il faudrait aussi parler des Gracques, Caius et Tiberius Gracchus, qui étaient des gens d'ailleurs de l'aristocratie, plus exactement de ce qu'on appelait l'ordre équestre, et qui se sont fait élire effectivement par le peuple, la plèbe, et qui ont proposé des réformes qui donnaient la terre aux paysans et qui donnaient à la plèbe un certain nombre de pouvoirs qu'elle n'avait pas. Naturellement, ces deux Romains républicains ont été assassinés, comme beaucoup d'autres. D'ailleurs, il est tout à fait clair que l'assassinat politique est une des solutions que toute classe aristocratique n'hésite jamais à utiliser.
Alors après, on rentre dans une longue période d'obscurantisme, je dirais, et il faut attendre les jacqueries pour l'Europe occidentale. Il faut attendre les jacqueries paysannes du XIVe siècle, puis aussi du XVe siècle, et qui revendiquaient rien moins que la terre aux paysans, la terre à ceux qui la travaillé. Et il faut savoir aussi qu'il existait aussi des assemblées de bourgs ou des assemblées communales mixtes, c'est-à-dire que les familles siégeaient, et qui décidaient de tout ce qui concernait le peuple. On sait comment se sont terminées les jacqueries. Elles se sont terminées par également l'assassinat politique, dont un de leurs chefs, qui était Guillaume Carle, et dont jamais personne n'a entendu parler, comme par hasard. Bon, je passe sur les jacqueries, mais voyez qu'il y a des choses intéressantes. La terre à ceux qui la travaillent, et le pouvoir aux assemblées populaires. Déjà, au XIVe siècle. Qu'on ne vienne pas nous dire que nous rêvons. Nous passons ensuite, puisque la monarchie reprend le dessus, la noblesse également, on arrive à la Grande Révolution française. Alors la Grande Révolution française, bien sûr, c'est d'abord la prise de la Bastille par les sans-culottes, enfin le peuple, je dirais, du quartier Saint-Jacques et du faubourg Saint-Antoine, mais c'est surtout le 10 août 1792 où le peuple parisien prend d'assaut les Tuileries, conduit le roi devant l'Assemblée nationale et demande la destitution de la monarchie, ce qu'elle obtiendra. Et comme on le sait, les grands révolutionnaires pour nous, c'est Robespierre, c'est Saint-Just, c'est Marat, c'est Couthon. Et on sait que ces révolutionnaires-là ne sont pas morts dans leur lit, ils sont morts soit assassinés, soit exécutés par la bourgeoisie française de l'époque. La récupération de la bourgeoisie au niveau de la Révolution de 1789, c'est la récupération via monnaie sonnante et trébuchante des fusils des gardes nationaux. Les sans-culottes ont été désarmés le jour du 9 Thermidor et les jours qui ont suivi. Et bien évidemment, la bourgeoisie s'était servie en premier, puisque, comme vous le savez, la destitution des biens de l'Église, les biens en question, ont tous été rachetés par des gens de la bourgeoisie, pas par le peuple. Donc il y a eu un transfert de propriété au bénéfice de la bourgeoisie, pas des sans-culottes. Et les sans-culottes, naturellement, voulaient aller beaucoup plus loin dans la Révolution, et c'est la raison pour laquelle les Fréron, Barras, Sieyès, Talleyrand et autres ont mis en place le coup d'État du 9 Thermidor pour liquider les montagnards. Mais il faut savoir que déjà, pendant cette période, 10 août 92, 29 juillet 94, 9 Thermidor, eh bien, il y avait ce qu'on appelait des assemblées populaires, 2 sections. Il y avait 48 sections à Paris. Et il faut savoir que ces sections élisaient leurs responsables, déjà, empruntant cela aussi à la Grèce et à Rome, et au Jacques, le mandat impératif. C'est-à-dire que les responsables des sans-culottes étaient élus, responsables et révocables. Donc vous voyez que même en France, il y avait également des assemblées primaires populaires, il y en avait une par canton, également mixtes. Voilà, les sans-culottes n'avaient pas oublié ce qu'ils avaient déjà fait avec leurs ancêtres au moment des jacqueries, puisque vous savez qu'en France, à cette époque, 80% des gens étaient, je dirais, des paysans. Hein. Et à Paris, donc, ils ont remis ça en place, des assemblées primaires populaires, et ça a été généralisé, comme vous le savez, au niveau des assemblées primaires entre 1992 et le coup d'État de Napoléon Bonaparte. 1792, le coup d'État de Bonaparte du 18 Brumaire. Grande Révolution française, et je crois que on n'en parle pas, ou très peu, et je crois qu'il faudra nous inspirer aussi de ce qui s'est passé dans notre propre pays, il y a de cela presque 230 ans maintenant. Bien, après la Révolution française, on passe bien sûr aux 2 révolutions, 1830-1848. Bon, je passe, puisqu'elles ont été complètement récupérées, et à la Commune de Paris. Et la Commune de Paris, même chose, même chose. On trouve des assemblées au niveau des sections des arrondissements
de Paris. On y trouve des milices populaires, on y trouve le mandat impératif, on y trouve la révocabilité des élus et on y trouve la socialisation des entreprises dont les patrons étaient partis à Versailles. Et là, il y a toute une législation sur la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, le contrôle des prix, le salaire minimum, l'interdiction du travail de nuit pour les enfants, etc. La promotion des femmes, le vote des femmes, tout ça, naturellement, c'est dès la Commune de Paris. C'est-à-dire entre le 18 mars et le 28 mai 1871. Vous voyez que beaucoup de choses ont été faites en peu de temps. C'est une grande leçon pour nous. Beaucoup de choses peuvent être faites en très peu de temps, si le peuple s'y met. Après 1871, naturellement, tout le monde sait comment la Commune a été écrasée. N'oublions pas qu'il y avait l'armée prussienne autour de Paris, et que M. Thiers s'est transformé en petit télégraphiste de l'armée prussienne, et que des généraux de l'armée française, comme Bazaine, à Metz, a capitulé sans condition pour permettre que les 180 000 soldats qu'il avait avec lui puissent venir à Paris réprimer la Commune. Il ne faut jamais l'oublier, ça. L'ennemi n'est pas forcément à l'extérieur. Parfois, l'ennemi principal est à l'intérieur. Ça, c'est pour la Commune de Paris, très brièvement. On pourrait aussi parler des autres communes. Oui, parce qu'il y avait des communes dans une vingtaine de villes hors de Paris. Et l'une des faiblesses de la Commune de Paris, bien sûr, il y en a 2 ou 3 faiblesses. Premièrement, ne pas avoir pris la Banque de France avec toutes les réserves d'or et de valeur qu'il y avait dedans pour financer une armée de combat. Deuxièmement, ne pas avoir tissé des relations avec ces différentes communes pour élargir le mouvement et empêcher effectivement que l'armée de Bazaine puisse venir écraser la Commune à Paris. Donc là, tu parles d'une fédération des communes voilà. Insurrectionnelles. Voilà. Et Marx dans la guerre civile en France, c'est un bouquin dont je conseille la lecture, décrit bien tout ça, quel a été le programme de la Commune, quelles ont été ses erreurs et ce qu'elle aurait pu faire si effectivement il y avait eu des organisateurs effectivement dans la Commune à manquer. Et ça aussi c'est une leçon pour demain. Voilà pour la Commune, on pourrait en dire beaucoup d'autres choses, mais on est limité par le temps. Bon, CNR, Conseil National de la Résistance. Voilà, j'ai pas besoin de dire très longtemps. Le pays est ruiné, le pays est bombardé, il vient de se libérer des Allemands. Tout à fait. Les Américains veulent imposer le dollar français. Plan Marshall. Ils veulent dépecer en fait la France. Absolument, c'est ce que voulait faire Roosevelt. Il voulait diviser la France en 5 ou 6 parties qui étaient répartis en Angleterre, sur la Belgique, sur l'Allemagne, sur l'Italie et sur l'Espagne. Il n'y avait plus de France. Et voilà. là, on se retrouve avec la résistance qui est à la fois des gaullistes, Absolument. à la fois des cocos, avec les FTP, à la fois de l'Action française. Mais ils ont fait le coup de feu ensemble. Ils ont Absolument. combattu ensemble, Absolument. des combattants de tranchées, des camarades de tranchées. Absolument. Ce qui va nous permettre d'avoir le CNR. Le Conseil national de la résistance, le vrai Conseil national de la résistance, et non pas le Conseil national de la refondation de notre ami Macron. C'est une crapulerie de plus que ce monsieur se permet de faire, d'insulter le Conseil national de la résistance de la sorte. Et effectivement, tu as raison de dire que ce Conseil national de la résistance fédérait tout un tas d'organisations, et le seul ennemi commun, c'était l'invasion allemande, le nazisme et le redressement de la France. Voilà. Et le redressement de la France, ça passait par un certain nombre de choses. C'est le préambule de la Constitution de 1946, avec la socialisation d'un certain nombre d'industries, d'énergie, de transport, avec la sécurité sociale, avec la fonction publique et avec, naturellement, la juste rémunération des travailleurs. Et on sait que, bien que la France soit ruinée, eh bien de 1945 aux années 70, on a réussi à relever le pays et à faire de la France, à l'époque, la 5e puissance. Vous savez que ça s'est bien terminé, puisque désormais on est dépassé par beaucoup de pays, et on est à la 7e ou 8e place aujourd'hui. Ne pas oublier qu'avec l'euro, on y reviendra, l'industrie française représentait avant l'euro 23% du PIB, elle n'en représente plus aujourd'hui
que 11%, mais on y reviendra. Mais il y a aussi des limitations par rapport au CNR. Parce que la purge n'a pas été complète. Absolument. Il y a tout l'appareil d'État, tous les hauts fonctionnaires, là, leurs ancêtres en 44, en 45, qui ont collaboré avec, on se souvient de la Francisque de Mitterrand, etc. Tous ces hauts fonctionnaires, ils ont été gardés. Il y en a 2, 3 qui ont été jugés, mais le reste... Tout à fait. Alors ça, il y a un bouquin qu'il faut lire de Annie Lacroix-Ris, qui s'appelle « La non-épuration », où on se rend compte qu'effectivement, il y a eu une épuration à minima. Et là-dessus, j'ai une grande admiration pour De Gaulle, parce que c'est lui qui, effectivement, à un certain moment, incarnait la résistance au niveau de l'armée. Bon, mais n'oublions pas quand même que c'est lui qui a permis qu'il n'y ait pas d'épuration réelle, entre autres. Mais alors, il y a aussi la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'il permet le retour de la franc-maçonnerie, donc de ces loges, de ces sociétés secrètes, pyramidales, autoritaires, qui travaillent pour qui, pourquoi, certainement pas pour le bien commun de tous, ni pour la justice, ni pour la dignité. Qu'est-ce que toi, tu penses du fait que, au niveau du CNR, l'épuration n'a pas été jusqu'au bout? C'est-à-dire que les collabos, et surtout les hauts fonctionnaires, ont pu mourir dans leur lit, alors qu'ils ont collaboré. Moi, je me l'explique, mais chacun peut avoir des interprétations différentes. Mais moi, je pense que la guerre froide, qui a été engagée par les États-Unis, première puissance impérialiste quand même à l'époque, hein, ils n'avaient pas connu la guerre sur leur sol. Ils étaient indemnes, en quelque sorte. Hein. Non seulement ils le sont toujours. Ils l'ont toujours été, à part le 11 septembre, hein, avec les attentats des Twin Towers. Mais, les 3 tours hein, qui tombent, voilà. 2 avions et 3 tours. Hein. D'accord. Ouais. Mais à part ça, si vous voulez, ils n'ont absolument pas connu de guerre sur leur territoire. Bon. Donc, ils étaient puissants. L'URSS était détruite à l'époque, l'URSS, hein, l'Union des républiques soviétiques socialistes, était détruite. L'Europe entière était à feu et à sang, un champ de ruines. Et donc, ils ont profité de la situation pour imposer leur domination. Et je pense qu'il n'y a pas eu d'épuration. Alors ça, c'est une première raison, parce que les Américains n'en voulaient pas. Rappelons-nous quand même que le Vatican, il ne faut jamais l'oublier ça, et les États-Unis ont recyclé la quasi-totalité des chefs nazis, soit chez eux, soit en Europe, soit en Amérique du Sud, d'accord? Rappelons-nous de Von Braun, qui n'était peut-être pas nazi, peut-être, hein, j'en sais rien, mais qui a naturellement été un des principaux chercheurs hein, au niveau de l'industrie spatiale américaine. Bref. Le V1, le V2, c'est voilà, lui. Tout à fait, V1, V2, absolument. Donc on voit bien que il y a eu un contexte historique qui a fait que il n'y a pas eu de véritable épuration, malheureusement. Et le Vatican, la plus ancienne oligarchie du monde. Absolument. Puisque c'est un réseau de... Et les anciens nazis se recyclaient dans un certain nombre de monastères hein, de 45 aux années 50. Voilà. Alors, on n'est pas du tout là à critiquer le travail des moines, le travail spirituel, non, ça, ou les sœurs, etc., avec le travail social. Hein. Je parle du Vatican en tant que pouvoir au sommet. Hein. On n'oublie pas non plus quand même les compromissions du pape Pie XII, qui était d'ailleurs l'ambassadeur du Vatican avant-guerre à Berlin. On n'oublie pas non plus les compromissions actuelles du Vatican avec le vaccin est amour, hein, amour pour qui, on ne sait pas, mais en tout cas pour profit pour Pfizer et compagnie. Tout à fait. Bon, ça c'est l'histoire. Et pendant le Conseil national de la résistance, on a vu effectivement des réseaux qui se sont mis en place. Moi, je ramène tout ça aussi. Il y a des similitudes intéressantes entre les FTP de 1945 et les francs-tireurs et partisans pendant la guerre de 1870. Bon. Donc tout ça, vous voyez, toutes ces institutions sur le mandat impératif, sur la révocabilité des élus, sur comment dirais-je, les mandats impératifs à tous les niveaux, pas seulement au sommet, à tous les niveaux, les assemblées primaires populaires. Bon, tout ça, ça existe depuis bien longtemps, et je pense qu'il faut qu'on s'en inspire pour mettre en place une nouvelle constitution. Voilà, le pouvoir constituant appartient à personne d'autre qu'au peuple, et nous pouvons nous inspirer de ces institutions-là pour mettre en place une nouvelle démocratie qui, elle, ne sera pas représentative, mais délibérative. Ça veut dire quoi? Il y a 4 ou 5 mesures simples à prendre.
Je dis simple parce qu'on les a déjà prises dans l'histoire. On n'innove pas. On n'innove pas du tout. Ça existait déjà, quand je viens de le démontrer. Il suffit de les mettre au goût du jour. Voilà, sans faire d'anachronisme. Premièrement, instaurer partout le mandat impératif. Pour tous les représentants. Pour tous les représentants. Syndicaux, les juges. Quels qu'ils soient. Alors, les juges. Alors, mandat impératif pour tous les élus politiques. Quels qu'ils soient. Et toutes les organisations syndicales. Tous les délégués ne doivent pas avoir de pouvoir propre. Ils doivent travailler sur la base de mandats décidés par le peuple, premièrement. Deuxièmement, contrôler l'État. Contrôler l'État. Comment? De telle sorte que nous en fassions un État républicain et démocratique. Ça veut dire suppression du Sénat. Ça veut dire... Pourquoi? Parce que le Sénat a une histoire très aristocratique. Le Sénat en 1870, 75, excusez-moi, mais il y avait des précédents, a été fait pour calmer je dirais, la démocratie populaire. Pour essayer de contre-équilibrer les pouvoirs qui avaient été donnés à l'Assemblée nationale. Et donc aujourd'hui, on voit bien que le Sénat, c'est une sorte d'assemblée, si vous voulez, de personnages politiques recyclés. Bon, une sorte d'assemblée qui est là pour éviter les prétendus dérapages du suffrage universel et de l'élection populaire. Donc il faut le supprimer. Bon, il faut mettre en place, naturellement, une Assemblée nationale qui soit élue sur la base, à la représentation proportionnelle naturellement, mais qui soit élue sur la base de mandats impératifs. C'est-à-dire que les députés qui sont élus dans cette Assemblée nationale travaillent sur la base de mandats qui leur seront remis au niveau des départements par ce que l'on appelle le suffrage universel sur la base des mandats impératifs. C'est-à-dire que ce sont les assemblées populaires, communales et départementales, qui déterminent les mandats et qui élisent les députés sur ces bases, de telle sorte que si ces députés appliquaient une politique différente des mandats, ils puissent être dégagés par l'évocation. Oui, mais alors... Le RIC, Karl, constitutionnel, abrogatoire abrogatoire, révocatoire, législatif. Oui, mais alors comment tu contrôles, comment tu protèges, on va dire plutôt, les représentants du peuple de la corruption, du fait qu'après leur séance à l'Assemblée nationale, ils vont aller picoler ou aller en club à Partouze avec des mecs de la BNP, de la Société Générale, ou la Banque du Qatar, ou la Banque de Tel Aviv, ou la Banque russe. Comment tu évites ça si tu n'as pas, j'allais dire, des commissions citoyennes qui ont élu ce représentant, qui vont le protéger physiquement et surtout témoigner avec les outils qu'on a, les lives, etc., pendant le mandat du représentant et le marquer à la culotte, en fait. Mais il faut mettre tout ça en place, bien sûr, mais il y a 2 ou 3 dispositions qu'on peut prendre, qui ont déjà été prises d'ailleurs dans d'autres pays, ou dans l'histoire. Premièrement, interdire, quand on est élu, le passage de ses fonctions électives à des responsabilités dans le secteur privé. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous avez terminé d'être député ou ministre, vous êtes membre du conseil d'administration de telle ou telle multinationale. Et ça marche pour les hauts fonctionnaires aussi. Oui, bien sûr, pour tout le monde. Il faut que ça marche pour tout le monde. Bon, non seulement pour les élus, mais pour les fonctionnaires qui ont des pouvoirs qui leur sont délégués par le peuple. Interdiction absolue de travailler dans le secteur privé. Ou alors on démissionne. Ou alors on démissionne de ses fonctions publiques. Mais alors, attends, on ne peut pas passer de l'une à l'autre. Attends, là on a un problème. Parce que imagine un haut fonctionnaire dont toute sa carrière est due au fait qu'il ait fait les grandes écoles polytechniques ou autres de la nation, et puis il doit quelque chose à la nation. Il ne peut pas passer du public au privé comme ça. Donc il y a une période où le haut fonctionnaire est bloqué en fait. En tant qu'ancien directeur d'hôpital, on forme des infirmières. Elles ont des bourses pendant 3 ans, 4 ans pour les infirmières spécialisées. On les oblige à signer un contrat de 5 ans
avec les hôpitaux publics. Alors moi je dis que ce qui est applicable pour les infirmières ou les aides-soignantes, il faut les appliquer non seulement aux médecins, ça réglera une partie des déserts médicaux, tu vois, de les envoyer un petit peu exercer dans les déserts médicaux pendant 4, 5, 6, 10 ans. Voilà, au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Parce que leurs études ont été payées par la collectivité. Parce que leurs études, la plupart du temps, ont été payées effectivement par l'État, d'une façon ou d'une autre. Donc par nous. Donc par le contribuable. Donc par toi et moi. Bon. Eh bien, il faut faire la même chose pour les fonctionnaires. Tous les fonctionnaires. Interdire effectivement, pendant un certain temps, qu'ils aillent exercer dans le privé. Bon. Et interdiction absolue aussi pour les élus, quels qu'ils soient, politiques ou syndicaux. Bon, ça c'est là une des mesures importantes qu'il faut prendre. Attends, excuse-moi, c'est-à-dire que Nicole Notat ne pourrait plus être à la tête des dîners du siècle? Bon, Nicole Notat, on sait quel a été son rôle il y a quelque temps. Elle n'a rien à envier d'ailleurs à l'actuel secrétaire de la CFDT, hein, qui s'est empressé d'aller au CNR de Macron, au faux CNR de Macron, hein, le Conseil national de la Renaissance, de la refondation, pardon. Lapsus intéressant. Renaissance, refondation, tout ça c'est pipeau bien sûr. Et donc, bon là on peut discuter. Le champ de la discussion est ouvert. Moi ce que je défends, c'est que tant qu'on a des fonctions électives, tant qu'on a des fonctions syndicales ou associatives, il doit être interdit d'aller travailler dans le secteur privé. Voilà. Et ce que je dis aussi, c'est que quand on est élu, on doit être simplement défrayé. C'est-à-dire qu'on a droit au salaire médian, point barre. Point barre. Et pas salaire moyen, le salaire médian. Moyen ou médian, peu importe. C'est pas la même chose. Hein. Tu sais que le salaire moyen est beaucoup plus élevé que le salaire médian, puisque le salaire moyen, c'est la moyenne avec les très hauts salaires des traders, etc. Non. Bon, on va dire, 3 000 euros maximum. 2 500 euros maximum. Le salaire médian, il est à 1 800 euros. 1 800 Et encore, à équivalent temps plein. À équivalent temps plein. La discussion est ouverte. Non, mais ça nous pose le problème de la carrière politique. Il y a des fumiers qui n'arrivent à rien faire de leurs 10 doigts. Oui, ils se mettent en représentant politique comme Mélenchon, la mère Le Pen. Attends, c'est ma troisième mesure. Déprofessionnaliser la politique. Déprofessionnaliser la politique. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire carrière dans la politique. On revient à Robespierre. Les charges électives ou les charges citoyennes sont des devoirs. Ce n'est pas des privilèges. Ce sont des devoirs. Ils sont limités dans le temps. Ils doivent être limités dans le temps. Il ne peut plus y avoir de profession, de politicards de profession. Et le mandat est fixé à tant d'années. Il peut être une fois renouvelable, point barre. Et ensuite, dans le statut de l'élu, on prévoit que si je suis charpentier, hein, et que je suis élu 5 ans à l'Assemblée nationale, à supposer que ça soit toujours 5 ans, moi je suis pour moins, mais bon, bref, je dois avoir la garantie que je vais retrouver un emploi, soit de charpentier, soit autre chose, et que je pourrai éventuellement bénéficier d'une formation professionnelle, si je veux faire autre chose, tu vois, qui sera pris en charge par l'éducation nationale. Voilà. Mais plus de professionnels de la politique. Et là, en effet, à partir du moment où tu interdis la professionnalisation de la politique, là tu touches à quelque chose d'essentiel, parce que tu interdis toutes les magouilles qu'on connaît aujourd'hui. Donc la corruption. Et tu interdis la corruption. Tu empêches la corruption. Voilà. Mais alors ça c'est la troisième mesure. Donc on a vu déprofessionnalisation de la politique, mandat impératif, assemblée populaire dans chaque commune, chaque département, avec chargé de l'élaboration des mandats impératifs, d'accord, et élection de tous les élus sur la base de ces mandats, avec procédure révocatoire si ces élus s'éloignent du mandat pour lequel ils ont été élus. Voilà, c'est ça la démocratie délibérative. Ok, mais alors, si là, toi tu as parlé des Grecs, il y a l'Iségorrie, l'exposition à temps équivalent des points de vue opposés, oui, au niveau de l'agora. L'Iségorrie, là on ne l'a pas, parce que dans la société du spectacle actuelle, les médias sont détenus par 8 familles oligarchiques. Bien sûr. Donc, alors ça, c'est tout à fait important, puisque si le peuple français récupère
reconquiert sa souveraineté, l'une des premières choses qu'il aura à faire, c'est de modifier le statut de la propriété lucrative. C'est-à-dire, premièrement, encourager la généralisation des SCOP, on y reviendra, hein, des sociétés coopératives et participatives, c'est-à-dire il faut que ce soit le salariat, ceux qui travaillent dans les entreprises. Parce qu'on nous parle beaucoup de démocratie. Sauf qu'aujourd'hui, la démocratie s'arrête aux portes des entreprises. Donc il faut changer le régime de la propriété et tous les droits issus de la propriété, premièrement. Et deuxièmement, il faut que naturellement, non seulement ce salariat prenne le pouvoir dans les entreprises, mais également contrôle celui-ci par les moyens que j'ai évoqués tout à l'heure. D'accord? Donc, ce n'est pas seulement une démocratie politique qu'il faut mettre en place, c'est une démocratie économique. J'ai oublié la question que tu posais. Excuse-moi. Par rapport à l'ISEGORI, c'est-à-dire garantir l'exposition des points de vue différents au niveau de toutes les agoras. On parle des médias, de la radio, des journaux, etc. Mais de la télévision, bien sûr, puisqu'il y a énormément de moutons qui sont devant la télévision. À partir du moment où tu modifies le statut de la propriété, tu es conduit à mettre en place dans ce pays un conseil qui puisse garantir la liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque nous avons 9 milliardaires qui contrôlent tous les médias. Donc il faut purement et simplement, et sans indemnité, les exproprier et faire de ces médias des communs, c'est-à-dire des instruments qui soient au service de la population, dans toute sa diversité. C'est-à-dire que dans les assemblées populaires, le droit, la liberté d'expression soit garantie, la représentation proportionnelle le permet, puisque toutes les organisations politiques seront représentées à l'Assemblée nationale. Ok ? Alors on peut, parce que certains vont te dire, ah oui mais si vous faites ce système-là, il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée et le pays sera ingouvernable. D'accord? Eh bien, la première des solutions qu'on peut mettre en place, ça existe dans d'autres pays, c'est la prime à la majorité. C'est-à-dire que les organisations qui auront le plus de voix puissent avoir une prime à la majorité qui leur permettra de gouverner. Mais ça peut se discuter tout ça. Mais est-ce que ça ne nous amène pas finalement à la mort des partis politiques? Parce que le parti politique, au-delà, le but d'un parti politique, c'est déjà survivre, mais c'est aussi de rembourser ceux qui l'ont financé. Donc, est-ce que derrière, il n'y a pas la mort des partis politiques? Alors, ça aussi, c'est un point important que tu soulèves, ça mérite d'être discuté démocratiquement. Moi, je pense que dans les assemblées primaires populaires, c'est un point qui pourrait faire l'objet d'un ordre du jour, d'un point précis. Est-ce qu'il faut maintenir ou pas les partis politiques? On peut avoir des opinions différentes. Moi, je dis que les partis politiques tels qu'ils sont aujourd'hui doivent disparaître. Doivent disparaître. Parce que ce sont des partis politiques bureaucratisés. On ne sait pas trop comment ils sont financés. Ah si, c'est le pouvoir profond, c'est la banque. C'est la banque qui finance. Il y a des problèmes de corruption. Hein, et puis, n'oublions pas que Macron, par exemple, son parti à l'REM, comment a-t-il été financé? Alors, il y a une loi qui a été mise en place par Mitterrand-Chirac, là, vous vous rappelez, à la fin des années 90. Bon, mais cette loi ne garantit absolument pas l'équité au niveau des partis politiques. Regardez, qui peut se permettre de faire un don à tel ou tel parti de 7 500 €? Qui peut se permettre ça? Quand le frigo est vide le 15 du mois, voilà, c'est compliqué. Hein. Dans les couches populaires, qui peut se permettre ça? Or, dans le financement de la reine de Macron, la quasi-totalité de ces financements proviennent de dons qui sont égaux à 7 500 €, puisque 7 500 €, c'est le maximum auquel on peut aller, et qui en plus sont remboursants, sont exempts d'impôts. Vous pouvez les sortir de votre impôt sur le revenu. Donc les riches, non seulement se permettent de financer leur parti, mais en plus, les classes populaires le remboursent. Ce qui est un scandale, le scandale des scandales. Bienvenue en plutocratie. Donc il faut interdire purement et simplement ça. D'abord, on contrôle le financement des partis politiques. Deuxièmement, on met en place, comment dirais-je, ça a été un petit peu fait en Allemagne, ça, et ainsi que dans d'autres pays, un statut des partis politiques. Un statut des partis politiques qui dirait les directions doivent être élues, elles sont élues sur des mandats impératifs, il y a un contrôle tous les 2 ans maximum, le financement est réglé par l'État avec des dispositions très précises, d'accord? Et interdiction des carrières politiques
on déprofessionnalise la politique. D'accord? Si vous mettez en place ces 5 mesures, nous avons affaire à d'autres partis politiques. Moi, je les appelle des associations de citoyens. Voilà. Donc, je considère que le peuple a le droit de s'organiser. Voilà. Le peuple est divers. On peut avoir des idées différentes en matière de politique. Ce qui est important, c'est qu'elles puissent être confrontées dans les assemblées populaires primaires et que des majorités puissent se mettre en place par le débat démocratique. Par le débat démocratique. Et exclusivement par le débat démocratique. Mais ça, on ne pourra l'obtenir qu'à 2 conditions. Premièrement, que l'école, l'éducation forme le citoyen. L'instruction plutôt. Voilà, l'instruction, tout à fait. Que l'instruction tienne la route, hein, alors qu'on est en train de la détruire aujourd'hui, et y compris sous les gouvernements socialistes d'ailleurs. Et deuxièmement, non seulement de l'éducation, mais l'information. Et il faut que l'information soit démocratique, c'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il y ait 4 ou 5 ou 7 ou 8 milliardaires qui possèdent tous les médias, que ce soit la radio, la télé, la presse. Sachant que ces médias sont déficitaires et qu'ils n'auraient pas pu faire leur fortune de milliardaires en travaillant dans ces médias-là. C'est-à-dire que c'est déficitaire, et pourquoi ils investissent autant d'argent dans des médias déficitaires, si ce n'est pour créer le consentement, la fabrique du consentement. La fabrique du consentement, absolument. Et ça, je suis désolé, mais quand on parle de démocratie, on ne parle jamais de ça. Et en fait, cette démocratie dite représentative aujourd'hui, pour moi, ça n'est pas une démocratie, c'est une autocratie présidentielle, avec un conditionnement très précis du peuple. Voilà, il faut mettre fin à ça, et pour mettre fin à ça, c'est l'instruction démocratique et c'est l'information démocratique. Merci citoyens. Et d'ailleurs, l'une des prochaines actions qu'on pourrait envisager, c'est de prendre d'assaut, effectivement, ces médias qui sont en train de pourrir l'esprit public. Alors, juste un petit retour là-dessus. Les Gilets jaunes ont pris d'assaut BF Merde en 2020 à 75, pendant que les collègues se faisaient tabasser à Wagram. C'est juste à côté de Ballard. De toute façon, ils ont des backups comme TF1, ils ont des studios à la Plaine Saint-Denis. Et tu sais très bien que dès que tu touches à ces médias-là, qui sont placés à côté du ministère de la Défense, etc., tu touches à quelque chose de stratégique. Et la Brave arrive, non pas en moto, mais en camion de CRS et défonce tout le monde. Et nous, on l'a vécu de l'intérieur. Et tu sais aussi que dans la loi, si tu prends d'assaut, par exemple, France 2 ou autre, ça s'appelle un coup d'État. Donc là, tu es parti pour 20 ans de tôle. Je peux répondre? Je n'ignore pas tout ça. Et je considère que si on s'engageait dans cette voie-là, il faudrait effectivement qu'on prenne un certain nombre de précautions. Je vais te citer un exemple précis. Tout le monde connaît Gramsci. Non. Qui est un philosophe italien, communiste, marxiste, communiste, et qui a fini ses jours dans les geôles de Mussolini, et qui a quand même eu le temps en prison d'écrire un certain nombre d'ouvrages. Et avant d'être emprisonné par le fascisme, il a eu le temps d'écrire en prison un certain nombre d'ouvrages, et avant d'arriver en prison, il était responsable d'un journal à Milan, Turin, les grandes villes du nord industrielles de l'Italie. Et comme tu le sais, il y a eu en 1919-1920 une révolution dont plus personne ne parle en Italie, où toutes les grosses usines du nord de l'Italie ont été occupées par leurs salariés. Et il raconte dans son journal que à une certaine période de cette révolution, qui elle aussi a été écrasée naturellement, eh bien, le syndicat qui avait organisé cette grève, qui n'était pas un syndicat qui a la physionomie de ce qu'on connaît aujourd'hui ici, qui était un véritable syndicat de combat de classe, il était capable, en 3 heures, de mettre dans la rue 200 000 salariés. Je pose la question, si nos chers syndicats d'aujourd'hui
Et ce se traître. Hein. Au lieu de bénéficier des crédits de la CES pour sauvegarder leur position, si ces syndicats-là faisaient leur travail réellement, tous, quels qu'ils soient, eh bien, et étaient capables de mettre dans la rue en 3 heures 200 ou 300 000 personnes, vu l'augmentation de la population, il y avait moins de population en Italie en 1920-19 qu'aujourd'hui, naturellement, comme en France et partout, eh bien, je pense que le problème se poserait différemment. Et que ce n'est pas 200 ou 300 mercenaires de la brave qui pourraient leur faire peur. Donc, tout cela est à méditer, naturellement. Mais, bien sûr, il ne faut pas s'engager sur ce terrain-là sans être sûr de ses arrières, on est bien d'accord. Et nous rappelons que nous sommes pacifiques et bienveillants. Absolument. Voilà, en tout cas, merci citoyens. Ça n'est pas nous qui avons réprimé la Commune de Paris, qui a fait 30 000 morts, d'accord, et 40 000 disparus, condamnés à des peines de prison ou déportés à Nouméa. C'est pas nous qui l'avons fait, c'est la bourgeoisie française. Merci citoyens de ton temps, merci de toutes ces informations. Force et honneur, on ne lâche rien.